Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Arfis pour cette 4e émission. Et dans cette 4e émission, nous allons parler de création d'univers. Et je ne suis pas toute seule, puisque à côté de moi se trouve Damien Brisson. Alors Damien, toi tu es modélisateur et sculpteur 3D. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce métier de modélisateur ? On va créer des univers 3D à l'aide de logiciels et en fait on va s'en aider pour créer des personnages, des environnements dans un univers, le jeu vidéo ou le cinéma ou le culturel. Ça va dans tous les milieux et c'est comme ça que ça se passe en fait. Ce sont nos études tous les jours pour créer. Et alors toi, tu as accepté de relever un petit défi qu'on t'a lancé, c'est de, pendant le direct, nous réaliser une sculpture 3D. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas nous faire ? Alors, je vais faire du coup, le thème, c'était de rester dans le cinéma. Oui, bien sûr. Du coup, je suis parti sur l'idée du paquet de popcorn, avec un petit peu plus d'humain là-dedans. Donc, ce ne sera pas juste un petit paquet de popcorn, ce sera un petit paquet de popcorn avec des yeux, avec une bouche, avec un petit air sympa, un truc, voilà, on verra. Ah, d'accord, tu vas utiliser quel logiciel alors pour faire ça ? ZBrush, du coup. Pour faire ça, et voilà, c'est uniquement ZBrush. D'accord. Et tu utilises souvent la sculpture 3D dans ton travail ? Tous les jours, autant que faire se peut, quand j'ai besoin de sculpter quelque chose, ouais, bien sûr, c'est quasiment tous les jours. C'est ça, c'est ton métier. C'est mon outil de travail de tous les jours, et ça fait partie intégrante de mon métier, ouais. Très bien, et on va te laisser travailler et Merci. On reviendra te voir un petit peu pendant l'émission pour voir un peu l'avancée de ton travail. Et Merci. Nous, on démarre tout de suite cette émission, on se retrouve en plateau. Alors, pour parler avec nous de création d'univers cet après-midi, nous allons recevoir différents invités que je vais vous présenter brièvement. Alors, en premier, nous allons accueillir Bruno Margerie. Alors, il est chef décorateur et lui, il va nous expliquer son métier surtout et nous parler des méthodes de conception d'un décor de cinéma. Ensuite, en deuxième invité, nous aurons avec nous Bruno Marion. Alors, lui, il est game designer et directeur aussi de GameSup, de l'école GameSup. Il nous parlera de la conception d'un décor numérique, notamment dans le jeu vidéo et les effets spéciaux. Puis nous recevrons un élève de l'Arfis en première année. Alors il s'agit de Pierre Guigue et lui il est dessinateur mais également réalisateur d'un court-métrage que nous découvrirons en fin d'émission. Comme pour toutes les émissions jusqu'ici, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Et surtout, vous pouvez nous poser vos questions parce que l'une d'entre elles sera sélectionnée et posée à nos invités en fin d'émission. Je rejoins tout de suite mon premier invité puisqu'il est déjà assis sur notre beau plateau. Bonjour. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très sympa de votre part. Alors, vous êtes chef décorateur, vous avez travaillé plus de 22 ans déjà dans le cinéma. Vous avez eu de nombreuses casquettes, mais on va avoir le temps d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le métier de chef décorateur ? Grosse question, on peut passer l'émission, j'imagine. Vous ne pouvez pas y couper, de toute façon. Qu'est-ce que c'est le métier de décorateur ? D'abord, je pense que c'est savoir lire, déjà. Pas mal, on n'aurait pas forcément pensé à ça tout de suite, mais... Savoir lire un scénario. Ouais. De manière à s'imprégner peut-être de se créer des images dans la tête. Et après, en fonction des désirs d'un metteur en scène, en fonction des moyens d'une production, essayer de réaliser un peu tout ça, donner une couleur au film. Et je pense qu'il est très important, on oublie souvent, c'est que on est là pas que pour amener du beau, entre guillemets, ça veut pas dire grand-chose, mais surtout pour amener du sens. Donc ça veut dire que se rapprocher des acteurs, créer des univers qui se rapprochent de ce qu'ils sont, dans le rôle, j'entends bien. Donc c'est ça. Et puis après, c'est des combats, des discussions avec des productions, des discussions avec des metteurs en scène qui savent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, ou qui savent pas ce qu'ils veulent pas, ou qui savent ce qu'ils veulent pas. Mais enfin voilà, c'est toujours compliqué. C'est des personnages qui sont jamais très simples. Et puis c'est gérer toute une équipe donc de constructeurs, de peintres, de gens qui vont trouver des meubles, qui vont trouver des accessoires, jusqu'au l'accessoiriste de plateau qui est le dernier lien entre la déco
et le tournage. C'est ça, donc c'est savoir lire, c'est être patient, être voilà, savoir faire des compromis. Et je reviens sur ce que vous venez de dire. En fait, c'est vrai que la décoration, ça donne déjà des informations aux spectateurs sur, vous disiez sur effectivement un des personnages. Est-ce qu'il est bordélique ou est-ce qu'on se trouve exactement? C'est ça? Absolument. C'est ça carrément. Et puis oui, et puis est-ce qu'il est bordélique? Ça, c'est facile à voir. Il y a cette chaussette qui traîne par terre. Mais qu'est-ce qu'il est dans la vie? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il est rock? Est-ce qu'il est plutôt thé que café? Plutôt et ça se joue dans le décor. Ouais, on pense pas à ça, nous, quand on regarde. On pense pas à tout ça. C'est une impression. Après, maintenant, on est dans une période de cinéma où les décors sont moins filmés qu'avant. J'ai le sentiment qu'on est un peu plus sur les oreilles et les impressions. Mais en tout cas, les acteurs, ils ont besoin aussi d'être dans un contexte où eux, ils sentent leur personnage. Oui, je peux vivre là. C'est ça, mon personnage, j'y vis là-dedans, quoi. D'accord. Des fois, il y a des acteurs qui vous disent, moi, c'est pas du tout mon personnage. Qu'est-ce que je tourne pas là? Faut tout changer. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, j'imagine. Oui, des capricieux. Vous parliez de relations avec l'équipe technique. Le réalisateur, j'imagine que c'est très important pour vous. Il faut arriver à s'entendre, il faut arriver à se comprendre. Il faut. Ouais, il y a un petit jeu psychologique qui doit s'installer forcément. Donc après, ça peut être compliqué parce que les mots, c'est pas toujours facile. Les mots, ils traduisent des choses des fois qui sont masquées, cachées. Des fois, ils traduisent l'inverse de la pensée. Des fois, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a une couleur à définir. Quand je dis couleur, c'est au sens large. C'est l'ambiance, la couleur du film. Et ça, c'est une discussion qu'il faut avoir avec le metteur en scène qui est importante. Les plus grosses contraintes, elles sont financières, elles sont arriver à justement faire matcher l'envie d'un réalisateur. Et vous, comment vous voyez les choses? Il y a des contraintes financières, c'est évident. Si vous allez voir un dire producteur, il va jamais vous dire ouais, je voudrais 100 000 euros. Il dit, ah bon? Ça va pas suffire. Je les ai pas. Non, c'est jamais open bar. Faut pas croire ça. Peut-être que le cinéma a eu ses périodes de gloire. Il y a du temps d'Audiard, mais là, pour l'instant, c'est plus le cas. On a des réalités économiques, comme tout le monde. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a et avec les désirs d'un metteur en scène. C'est des choses qu'il faut arriver à relier, quoi. Après, il y a des contraintes techniques, évidemment. Et après, il faut gérer les imprévus. Diverses et variées. Aussi, c'est ça. Plus, faut gérer aussi les imprévus. Si on est en extérieur. Ah ouais, oui, facteur imprévu, oui. Bah, c'est un peu tous les jours l'imprévu, j'ai l'impression, dans ce métier. Non, mais il y a des demandes qui sont des fois matinales, il y a des demandes qui sont des fois la veille pour le lendemain. Il y a toujours on est censé être réactif, quoi. Si on n'est pas réactif, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Bon, on va regarder ensemble un petit reportage qui a été préparé par les étudiants de l'Arfis. Ils sont allés à l'école Émile Cole et ils sont allés voir des étudiants qui travaillent sur l'argile et le numérique. Je sais que vous avez été sculpteur. Oui, mais vous savez tout dans la même vie. Je sais tout. Ouais, incroyable. Dans la petite Sans avoir parlé avec vous avant. Donc vous pourrez nous faire un petit commentaire je viens de la sculpture, effectivement. Sur le sujet. On se retrouve tout de suite. La pratique de la sculpture va vraiment permettre de comprendre le relief. On a vraiment la perception de la profondeur, justement. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre les mains dans la profondeur et gérer cette profondeur directe, réelle, devant nous. On touche la matière, alors qu'un ordinateur, c'est impalpable et on a du mal justement à gérer la profondeur. Donc la Terre nous aide vraiment à faire tourner les choses, dans le sens où on peut partir d'une sphère et faire un personnage en entier d'une sphère. On va venir étirer, on va venir creuser, on va venir couper, on va venir déplacer, dupliquer. Et donc on peut faire exactement la même chose sur l'ordinateur et vraiment presque s'amuser avec l'objet, alors que la modélisation, ça respecte vraiment plus des contraintes techniques, alors que la sculpture, c'est beaucoup plus intuitif. Et vraiment, essaye de faire tourner ton papier dans le sens du volume. En terre, on est limité par la taille des outils, par la qualité de la terre, par notre taille. Si on fait quelque chose de petit déjà, il faudra vraiment avoir des loupes et vraiment avoir des outils très fins pour avoir du détail. L'avantage de l'ordinateur, c'est qu'on peut zoomer presque jusqu'à l'infini. Donc du coup, on peut mettre du détail vraiment très très loin sur sa sculpture. La différence entre les logiciels de modelage, de sculpture 3D et les logiciels de modélisation 3D, c'est vraiment le côté intuitif. C'est-à-dire que la modélisation pure, c'est vraiment des vertex, des points, des edges, des polygones qu'on vient créer, assembler pour vraiment créer un maillage, pour faire un objet. Alors que la sculpture, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste dans les détails. C'est-à-dire qu'on peut intégrer de la photo, on peut intégrer la texture de la matière, donc on peut intégrer énormément de choses qu'on peut moins faire en sculpture traditionnelle.
Il y a beaucoup de personnes qui font de la sculpture sur ordinateur sans faire de la sculpture traditionnelle. Par contre, c'est un énorme avantage. Et c'est beaucoup plus facile quand on s'y met, quand on commence. L'ordinateur est un simple outil différent de la Terre, sauf qu'au lieu d'avoir les mains dans la Terre, on a les mains sur la tablette, sur l'ordinateur. C'est de plus en plus en évolution et on voit apparaître de plus en plus de nouveaux logiciels. Tous les ans, il y a des nouveautés qui sont vraiment pertinentes en plus et qui se développent. Et donc du coup, on a vraiment un avenir dans l'industrie du jeu et du cinéma qui est vraiment florissant, en tout cas pour la partie 3D. Ouais. Alors, on vient de visionner ce petit reportage des étudiants de l'ARFIS. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur le sujet ? C'est très intéressant la 3D parce que nous on a des fois des choses qu'on pourrait faire en 3D. Je vous dis n'importe quoi, par exemple un masque de quelqu'un, reproduire votre visage par exemple et le mettre sur le mien. Donc là on va faire appel à des imprimantes 3D, des choses comme ça. Et puis ça peut être des objets qui sont bien spécifiques, des accessoires qu'on trouve pas, qui n'existent pas. J'ai pas d'idée en tête, mais un truc tordu sorti de la tête de je ne sais qui et qu'on va réaliser finalement, qui sera pas forcément figuratif d'ailleurs, j'en sais rien. Ça vous faciliterait la tâche parfois, en fait, que d'être sur du... Ça nous permet de réaliser ce qu'on veut, quoi. Je me rappelle notamment, par exemple, ça me revient, d'un porte-clés avec un Pinocchio, par exemple. Ouais. Voilà. On n'a pas le droit de filmer Pinocchio, parce qu'il y a des droits dessus. Ouais. Donc on a fait en 3D un autre Pinocchio qui ressemblait pas à Pinocchio, mais qui ressemblait quand même, quoi. Donc 3D, c'est intéressant, puis c'est passionnant, j'adore, je trouve ça passionnant. C'est dans toute nouvelle technologie. Toute nouvelle technologie est bonne à utiliser, est bonne à venir. Enfin, il faut en faire bon usage, mais ouais, c'est bien. Vous venez d'évoquer un souvenir, peut-être vous pouvez nous parler d'un autre souvenir, d'une décoration qui a été un peu particulière. Je crois qu'on m'a parlé d'un trou. Un gigantesque trou, est-ce que vous pouvez... qui vous a donné un peu de fil à retordre. J'ai cru que j'allais devenir spécialiste du trou à un moment donné, parce que tout le monde m'en parlait. Non, mais c'était un projet énorme. C'était un film de Jean Becker qui s'appelle Effroyable Jardin, dans lequel il y avait un peu d'argent dans ce trou-là, parce qu'il y avait quand même Magimel, il y avait Villeray, il y avait Dussolier et il y avait l'Ermite. Donc c'était un truc, il fallait pas que ça leur tombe sur la tronche quand même. D'autant que le chef déco est responsable de la sécurité sur le plateau. Donc on a fait un faux trou, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des grosses machines que vous voyez en ville, là, qui enfoncent des pales planches, là, on a vidé, et à l'intérieur on a fait une sculpture avec des grillages et de la projection. Et on a fait un faux trou, avec un escalier, une trappe qui masquait l'entrée, etc. Très bien, comment se faciliter la vie ? Avec des rochers qui pouvaient s'écarter de manière à pouvoir mettre des caméras, faire passer les acteurs dedans, évidemment. Okay. Gros chantier, super. Merci infiniment en tout cas d'être venu répondre à nos questions et d'avoir été notre invité cet après-midi. Merci. On va aller voir notre très cher Damien qui, pendant qu'on parle, continue lui de travailler. Donc on va essayer de voir comment ça se passe pour lui. Damien, alors vous en êtes où dans votre travail ? Ça avance plutôt bien. J'essaie de trouver des formes intéressantes. J'essaie de rendre ce petit paquet de popcorn cool. Donc voilà, pour l'instant il a l'air un peu méchant, mais il va peut-être s'adoucir avec le temps, je sais pas. Et la prochaine étape alors c'est quoi ? Comment vous allez je pense que j'ai trouvé quelque chose, une piste intéressante. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de détails et de lui donner un peu plus de personnalité. Bon, mais super, on vous laisse travailler et on passe tout de suite à notre deuxième partie d'émission, les trois dimensions de l'univers. Alors, les métiers du jeu vidéo sont aujourd'hui à l'honneur, on en a parlé déjà dans eSport hier, effectivement, ainsi que les formations pour accéder à ces métiers. Alors, pour nous éclairer avec nous sur ce plateau, nous avons Bruno Marion, qui est game designer et qui a aussi été étudiant à l'ARFIS il n'y a pas longtemps, hein. C'était hier. 25 ans, je crois. C'est ça. À peu près. C'était hier. Qu'est-ce que c'est que le métier de game designer ? En quoi ça consiste exactement ? Le métier de game designer, c'est de donner les règles de jeu dans un univers qui est ludique, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir interagir avec votre univers, à contrario d'un scénario, c'est-à-dire que le joueur va pouvoir potentiellement faire ce que vous lui permettez, mais un peu ce qu'il veut. Donc il va falloir essayer de créer une réponse à ses actions dans le récit, donc tout prévoir, les règles de jeu. Est-ce qu'on a le droit de grimper ici ? Est-ce qu'on a le droit de fabriquer ceci ? Est-ce qu'on a le droit de sauter, marcher ou s'accrocher ? La plupart du temps, ça commence par des verbes d'action et on dit la possibilité de l'avatar de faire des choses et après, ça sera le joueur qui le manipule. Et on travaille avec quels outils pour faire tout ça concrètement ? Comment ça se passe ?
Alors on travaille tout simplement avec un stylo, un papier ou éventuellement Word, un système informatique on va dire, et après on va travailler avec des artistes, des game artistes, c'est-à-dire c'est des gens qui vont mettre du visuel sur votre création, sur votre univers, et qui vont modéliser en 3D les objets, les personnages, les décors, comme on peut le voir je crois avec votre duplex, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va travailler avec des artistes. D'accord, voilà. Qui savent faire ça, qui savent modéliser les petits personnages. Exactement. Qui savent, donc ils décortiquent votre scénario, ils regardent ce qu'il faut, ils fournissent, et après on teste tout ça et on regarde si ça fonctionne avec des programmeurs. Ce sont des métiers qui sont en plein boom, c'est ça ? Vous êtes directeur justement d'une école. D'une école, c'est en plein boom effectivement. Il y a 20 ans, on disait que c'était des jeux électroniques. Aujourd'hui, c'est du jeu vidéo. Il faut savoir que l'industrie fait plus de bénéfices que le cinéma et la musique réunis depuis plus de 20 ans. D'accord. Donc, puis il suffit de regarder autour de nous. On a malheureusement pour certains trop de gens qui jouent. Trop de gens qui jouent. Voilà. Et quelle a été l'avancée majeure, justement, dans ce domaine ces dernières années ? Il y a eu des choses particulières qui ont jalonné ces 20 dernières années, puisque c'est maintenant... on est passé de la 2D à la 3D. On est passé d'un lieu où il fallait jouer... ne pas jouer chez soi, en fait. Ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on joue chez soi avec des consoles. Ouais. Et puis les PC ou les consoles sont devenues plus performantes. Et puis après le téléphone, les consoles portables. Donc maintenant on joue même en dehors de chez soi. Le partage, le fait d'avoir Internet et de jouer avec tous les joueurs du monde. Voilà, la réalité virtuelle, l'augmentée, la mixte. Et justement, on parle de changement et d'évolution dans les techniques, mais on a fait une petite compilation qui passe actuellement derrière sur l'écran. C'est des jeux sur lesquels vous avez travaillé. Il peut y avoir un écart de 10 ans sur certains jeux. Justement, quelles sont les différences majeures dans la création de ces jeux ? Celui-ci, à 97. Alors, donc on était moins... Alors, je ne sais pas si c'est Dotemu, je crois que c'est plutôt Adeline Software. Là, on est sur Little Big Adventure. Là, on est sur Alone in the Dark. Alors, entre les deux, on voit déjà si je ne dis pas de bêtises, on est... voilà, différence visuelle, par contre, le métier reste le même. Il faut créer une expérience de jeu et inventer un univers. Le partager et faire que le joueur puisse se sentir bien et interagir en intelligence avec notre système et en comprenant assez rapidement. Donc oui, effectivement, il y a énormément d'évolution, mais surtout technique. D'accord, il faut que ce soit beau, mais pas que beau. Il faut qu'on ait pensé à tous les petits détails. Il faut qu'il y ait c'est comme un spectateur en plus embêtant. C'est-à-dire que le joueur, si on ne l'aide pas, alors qu'il est en difficulté, ne va pas être content. Si on l'aide trop, alors qu'il sait, il va pas être content. Voilà. Et il faut arriver à occuper son esprit entre 8 et 20 heures pour des jeux qui se finissent et potentiellement quelques années pour des jeux qui n'ont pas de fin. D'accord. Voilà. Donc je disais que vous avez été étudiant aussi à l'Arfis, donc vous étiez dans la 3e promotion. Quel souvenir vous gardez de l'école ? Alors là, ils sont c'est pas le même. Je regarde un peu ce qu'ils font. Ils ont du matériel qui est sophistiqué. On en avait à l'époque, mais on tournait en pellicule. Je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est de faire un tournage en pellicule. Même moi, je n'avais pas connu la pellicule. Non, j'en garde un très bon souvenir. C'est ce qui m'a donné. Alors à l'époque, moi, je voulais créer des univers, effectivement. Ouais. Donc je me suis tourné vers le cinéma parce qu'il n'existait pas de formation qui faisait du jeu vidéo et j'en garde un très bon souvenir. D'accord. Voilà. Bien, tant mieux. Mais on va accueillir justement notre 3e invité. Il s'agit de Pierre Guigues. Alors Pierre Guigues, c'est un élève de première année, mais il a déjà une sacrée carrière derrière lui parce qu'il a réalisé donc des projets d'univers. Il a fait des études de photographie, de dessin. Il a réalisé un petit court-métrage. On l'accueille tout de suite et on va discuter de tout ça avec lui. Bonjour Pierre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, tu es en première année ici à l'Arfis, mais tu as fait déjà beaucoup de choses avant d'arriver ici. Explique-nous. Disons que j'ai toujours dessiné depuis l'enfance. Je ne me suis pas arrêté. Ensuite, j'ai enchaîné par des études de photographie qui m'ont poussé à aimer l'image aussi au sens numérique, je dirais. Ensuite, une école de fresque murale là, en 3 ans qui m'ont appris le dessin techniquement. Ouais.
ce qui m'a beaucoup aidé pour créer des univers. C'était une école assez technique, donc architecture, anatomie, c'est assez précis. Et ensuite, j'ai passé 2 petites années à faire de la bande dessinée, surtout à créer des projets de bande dessinée. Et ensuite, j'ai voulu me réorienter dans le cinéma et faire du dessin, de la peinture, plutôt un outil pour moi pour continuer à avancer dans le cinéma. D'accord, effectivement déjà, sacré beau parcours, tu es hyper polyvalent, tu sauras toucher à tout. Tu as réalisé un court-métrage de Kid from Darkness. Est-ce que tu peux nous parler, je sais que tu as fait le décor surtout là-dessus, c'est ce qui va nous intéresser. Oui, c'est l'histoire d'un personnage qui vit dans sa bulle, dans son univers à lui, et qui va chercher à réintégrer la société. Donc ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un univers déjà de base. En général, quand on crée un univers, on a le choix entre 2 étapes. Enfin, soit vous créez l'univers tel que vous le fantasmez et ensuite vous trouvez les moyens financiers pour le réaliser, ou alors vous regardez ce que vous avez autour de vous et avec ce que vous avez autour de vous, vous faites cet univers. Donc par manque de moyens financiers, c'est plutôt ce qui s'est passé pour nous. D'accord. Bruno, bon, je crois qu'il a déjà un gros bagage derrière lui, mais s'il y a des petits conseils de professionnels dans le métier depuis des années que vous pouvez lui donner pour faire de lui... Oula, je ne connais pas encore assez ses œuvres, et puis ça serait prétentieux de ma part. Le seul conseil, c'est après 28 ans de création, c'est de ne pas abandonner. Effectivement, qu'on ait les moyens ou pas, c'est de raconter des histoires et de créer des univers. La plupart du temps, on mène à bien ces projets avec énormément de volonté et des moyens, effectivement. Mais Très bien, mais c'est très sympa comme conseil, ça marche. Avant de passer et de vous poser la question des internautes, on a prévu un petit jeu très rapide. Alors, il s'agit d'un jeu de mots. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez avoir le choix entre 2 réponses. Et très brièvement, ce serait sympa de nous dire pourquoi vous choisissez l'un plus que l'autre. Alors, on démarre. Papier ou tablette graphique ? Papier. Pourquoi papier ? Parce que c'est concret. C'est concret, ça te parle plus. Papier, parce que de partout. On n'est pas obligé que ça soit chargé ou pas. Papier. D'accord, super. DVD ou streaming ? DVD. DVD, d'accord. Streaming. Pourquoi ? J'arriverai plus facilement à retrouver l'endroit où j'étais avant ou éventuellement revenir en arrière plus facilement. D'accord, effectivement, ouais, c'est plus facile. Ça revient d'ailleurs, maintenant, ils ne comptent même plus sur nous, sur notre mémoire, ils nous remettent directement au bon endroit. Alors, réalité ou réalité virtuelle ? Ça, bonne question. Réalité virtuelle. Pourquoi tu choisis la réalité virtuelle ? Parce que c'est sur la réalité, c'est ça ? C'est un petit peu. Puis c'est l'avenir, et puis je suis plutôt jeune, donc j'espère avoir la chance d'y participer un jour. D'accord. Réalité. Ouais. Oui, alors que je fais de la réalité virtuelle. C'est bien, parce que des fois c'est bien revenir donc voilà, revenir au concret. D'accord, très bien. Une dernière question, on change un petit peu de voix. Star Wars ou Star Trek ? Star Wars. Ah, Star Wars. Ouais. Pourquoi alors Star Wars ? Ouais, que des fans de Star Wars. Ce Star Trek, c'est... Enfin, mais donnez votre avis, il n'y a personne qui va nous condamner. Sans aucune hésitation. Moi, c'est mon enfance, donc... D'accord, ok, super. Ben, merci beaucoup d'avoir joué à notre petit jeu. On va passer à la question qui a été retenue qui a été posée via Internet. Et donc, où trouvez-vous l'inspiration pour créer vos univers ? C'est une bonne question. Où trouvez-vous ? On en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, allez-y, l'un après l'autre, comme vous voulez. Allez-y, je vous en prie. C'est compliqué. J'imagine que c'est varié. C'est ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie d'exprimer. C'est compliqué dans la lecture, les souvenirs, les jeux d'enfance, les émotions, un peu tout, la culture, les rencontres, le cinéma. Tout peut être source d'inspiration pour vous. Vous emmagasinez des sentiments, et puis il y a des émotions. Au bout d'un moment, il y a des choses qui vont vous parler, et puis il se passe quelque chose, vous avez envie de raconter, et vous nourrissez de... L'imaginaire se nourrit de lui-même, donc plus on voit de choses, en tout cas moi ça me nourrit. D'accord, c'est ça. Et une fois que vous avez une inspiration, comment ça se passe derrière ? Mal. Ça se passe mal. D'accord. Racontez-nous. Ça se passe mal parce qu'en fait il faut la créer. Et du coup des fois on n'est pas toujours. Non, mais tant qu'elle n'est pas faite,
c'est quelque chose qui obsède, qu'il faut finir. On dort plus, ça rend on fou. y pense souvent, voilà, ça rend pas spécialement fou, alors il faudrait demander aux personnes qui me connaissent, mais voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de sorti. D'accord. Ouais, c'est compliqué. C'est assez Pierre obsessionnel, ouais. Du coup, tes sources d'inspiration, si tu en as en particulier, est-ce que j'imagine aussi que c'est... J'essaie souvent de me replonger dans mes fantasmes d'enfance quand j'allais au cinéma voir Le Seigneur des Anneaux ou les Star Wars. Souvent, enfant, on imagine encore plus que ce qu'on a vu. Donc, après, pour citer par exemple... Plutôt les films alors pour toi? Plutôt les films. Je m'inspire beaucoup aussi pour les univers des illustrateurs de romans des années 70-80, Chris Frost ou Frank Frazetta. D'accord. Qui, seulement avec les illustrations de couverture, on réussit à créer des univers assez... Et toi, tu prends un crayon aussi et tout de suite, tu t'y mets tout de suite, t'as peur que ça parte? Par exemple, quand on a une inspiration, est-ce qu'on a cette peur-là qu'elle disparaisse et du coup, on doit toujours tout de suite la coucher sur papier ou l'écrire ou... Pour ma part, oui. Ouais. J'imagine que c'est comme celui qui écrit des romans, il va se réveiller en pleine nuit, il a une idée et il va aller rédiger. Ça vous arrive? Avant. Un peu. D'accord. Bon c'est parfait. Et ben on va retrouver notre Damien justement qui a continué de travailler pendant l'émission et on va voir où en est son travail. Bonjour Damien. Alors, bonjour. T'as bientôt fini? Ça avance plutôt bien, ouais. Lui, il se sent pas très bien, je pense, mais c'est cool, ouais. J'avance, je trouve des idées, c'est bien, ça avance bien, ouais. Ouais. Bon, du coup, c'est un peu court quand même, une demi-heure pour travailler sur quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut bien plus que ça. Il faut quelques heures pour produire quelque chose de qualité, mais en une demi-heure, on peut commencer à sortir des idées intéressantes et quand on est challengé comme ça, c'est là en général où on a des idées plutôt cool. D'accord, et là du coup tes étapes par la suite, c'est quoi le plus compliqué quand on modélise comme ça? Il y a une étape un peu l'étape la plus compliquée, c'est de trouver l'idée qui fonctionne, parce qu'au-delà de la technique et de la maîtrise du logiciel, il faut vraiment trouver une idée qui est charmante, qui va attirer le regard. Ouais. Faut créer quelque chose avec une personnalité. C'est ce qui est le plus difficile, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est d'être vif. On n'a pas de référence sous les yeux, donc il faut produire quelque chose avec ce dont on se rappelle. Et c'est ça le challenge le plus important. Ouais. Et là, qu'est-ce qui t'amuse le plus du coup à faire? Où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Avec ce thème imposé, c'est super parce que je suis en dehors de ma zone de confort et du coup, réussir à donner vie à un paquet de popcorn, c'est un truc que j'aurais jamais fait de base chez moi. Du coup, c'est super drôle et puis je peux m'améuser à créer vraiment quelque chose de... Tu peux nous montrer en direct? On a envie de voir comment tu travailles exactement. Et je crois que ça va très vite. Hein. On voit que tu as l'habitude de faire ça. Alors oui, du coup, en fait, je pars je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer. En fait, on va partir d'une boîte. Ouais. Pardon. On va partir d'une boîte et on va commencer à lui donner forme. La forme du paquet de popcorn déjà pour commencer. On part des grosses formes et puis on affine petit à petit. Et puis voilà, on rajoute des yeux, on rajoute une bouche, on rajoute des dents. D'accord. Les pop-corn au-dessus. Et puis on essaie de lui trouver une expression intéressante, on essaie de lui trouver une personnalité. Et petit à petit, on arrive comme ça à donner vie à une boîte. À une boîte qui sera animée, qui sera. Alors on peut l'animer, on pourra le faire marcher, on pourra le faire. Ouais. Du coup, on va pas te laisser ne pas finir justement. Tu vas continuer sur le live stream de l'Arfis sur Twitch et dont les infos s'affichent en bas de notre écran. Je te remercie en tout cas pour ta participation et d'avoir accepté ce challenge, c'est très sympa à toi. Merci à vous. Et je vais remercier mes invités. Merci Pierre, merci beaucoup Bruno d'être venu sur ce plateau. On a terminé cette émission et je remercie du coup nos invités, celui qui est parti, l'autre Bruno. Et je remercie également les étudiants de l'Arfis qui ont préparé cette émission. Et moi, je vous retrouve demain matin pour un nouveau sujet. On parlera son et l'émission est intitulée Écho. Merci, belle fin de soirée. À demain.